Oui, alors, rebonjour tout le monde. Alors, nous sommes de retour de la pause avec notre dernier dossier à l'étude aujourd'hui, qui est d'adopter le bilan de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Je ne sais pas si vous vouliez faire une petite introduction, Madame Dubuc. L'eau à Sherbrooke est un dossier extrêmement important. Aujourd'hui, nos collègues du service de l'ingénierie, des eaux et des projets majeurs vont présenter la notion de l'eau potable, mais en guise de rappel, toute la notion de qualité de l'eau. Donc, ce qui retourne à nos rivières, c'est vraiment capté dans le cadre du plan nature. Donc, le bilan des actions, les résultats, c'est vraiment dans toutes les données du plan nature qu'on va les retrouver. Ça permet de faire la distinction aussi dans les responsabilités. Ouvrir juste le micro comme ça. Fermez vos micros d'ordinateur, mais ouvrir celui-là. Ah, il est ouvert pour tout. Ah oui, Il est ouvert, je suis un peu loin. OK, je suis loin. vous vous approchez. Je vais m'approcher. Donc, oui, bonjour, je vais partager tout de suite la présentation qui va me permettre de bien démarrer. Voilà. Un écran. Donc oui, bonjour. Mon nom, c'est Alexandre Heimrich. Comme disait Ingrid, je suis ingénieur au niveau du long service de l'ECEPM, en fait. Et ben oui, confidence, je n'ai pas fait le bilan d'eau potable moi-même. Par contre, c'est dans notre équipe, donc avec nos collègues qu'on le fait. Puis, autre confidence, je ne suis pas à la gestion des eaux, mais à l'ingénierie. Donc, c'est sûr que j'ai moins tout le côté opérationnel en tête. Mais s'il y a des questions, je vais prendre en note, puis je vais vous revenir avec des réponses appropriées. Donc, c'est quoi le bilan d'eau potable? Dans le fond, ça fait suite, en fait, de la politique de l'eau. Là, si on remonte même avant, là, dans les années 2002, le gouvernement québécois, à ce moment-là, avait identifié l'eau potable comme un enjeu majeur pour les prochaines décennies. Puis, déjà en 2002, avait produit des documents dans cette politique-là qui, en fait, englobaient des principes de gestion durable de l'eau potable. En est arrivé tardivement, en 2011, la fameuse stratégie d'économie d'eau potable, la première version. Ça a été long entre les deux moments selon le gouvernement comme tel pour y arriver. Mais la première stratégie d'eau potable, elle a été adoptée en 2011 et elle s'est terminée en 2017. Cette stratégie-là visait ultimement à instaurer des principes de réduction d'eau potable, soit de quantité d'eau distribuée dans le réseau des villes du Québec, entre autres. En 2019, le ministère a adopté la stratégie 2019-2025, donc c'est celle qui est en ce moment en vigueur. Et cette stratégie-là reprend un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on exige des villes une réduction de la consommation d'eau de 20 d'ici 2025. Pour y arriver, il y a plusieurs choses qui sont mises en place dans cette stratégie-là. Notamment, bon, il y a toutes les responsabilités qui sont transférées aux villes. Les villes ont la responsabilité de produire le bilan annuel d'eau potable, ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, mais ça dépasse ça. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont d'estimer la consommation d'origine résidentielle, de vérifier les précisions des débitmètres et des équipements sur le réseau, de gérer les pressions comme il faut dans le réseau. Surtout Sherbrooke, on a beaucoup de topographie avec beaucoup de pentes, donc il y a des secteurs qui ont beaucoup de pression. Qui, dans le fond, la pression est un lien direct sur les fuites, les bris aussi, donc en réseau. Responsabilité aussi au niveau de la réglementation municipale, donc c'est transféré aux villes d'adopter des règlements qui sont appropriés pour ce contexte-là. Et finalement, ben, une autre chose, c'est la recherche de fuite. Donc, le ministère demande aux villes d'être proactifs sur la recherche en fuite. Bon, le ministère, dans cette stratégie-là, utilise maintenant ce qu'il appelle l'audit de l'AWA. En fait, c'est quelque chose qui est monté du côté américain pour étudier la performance des réseaux. Donc, le ministère se base sur des critères ou des indices qui proviennent de cette source-là. Et bon, le ministère l'exige, ce bilan-là, pour avoir accès à certaines majorations des programmes de subvention. Donc, il n'est pas question ici de couper des programmes de subvention si les villes n'ont pas produit leur bilan, mais c'est vraiment plus au niveau des majorations, notamment dans le cadre de programmes sur le renouvellement des infrastructures en eau, le PRIMO. Plus précisément, les objectifs, puis
plus pour le contexte du bilan d'eau potable. Donc, les objectifs pour le ministère, c'était une réduction de la quantité d'eau distribuée par personne. Le 458 litres par personne par jour, là, ça vient d'une réduction de 20 du chiffre de la moyenne québécoise en 2015. Donc, ça donne ce chiffre-là. Quand on multiplie par 20 on arrive à ce qui était la moyenne en 2015. Ça, c'est la quantité d'eau distribuée à l'échelle de la ville au complet, qui est traduit par le nombre de personnes d'une ville. Donc, c'est un indicateur qui n'est pas parfait pour le ministère parce que les villes sont toutes différentes entre elles. Là. Il y a des villes qui sont plus dormantes ou qui ont plus de résidentiel, des villes qui ont plus d'industrie. Donc, la quantité d'eau par personne ne va pas être une façon de bien comparer la performance des villes. Donc, le ministère, maintenant, met beaucoup l'emphase sur la consommation d'origine résidentielle. Le 220 litres par personne par jour, c'est la cible actuelle québécoise. Par contre, on sait déjà que c'est en réflexion pour être beaucoup plus strict, si on peut dire. Puis on va le voir de plus loin dans la présentation. On sait qu'en Ontario, on est à 184 litres par personne par jour. Il y a déjà des municipalités, en raison de leur performance, qui doivent atteindre cette cible-là. Sherbrooke, ce n'est pas le cas encore, mais on va le voir plus loin. Il y a d'autres indicateurs aussi plus techniques, là, une note globale de l'AUDI qui est 50 et le IFI, qui est en fait l'indice de fuite dans le réseau qui doit être, dans le fond, on veut atteindre un niveau de fuite modéré pour l'ensemble des municipalités du Québec. Le premier critère très technique, là, ici, l'indice de fuite dans les infrastructures, c'est simple à comprendre, c'est les pertes d'eau réelles sur les pertes d'eau théoriques minimales qu'un réseau peut avoir. Donc, le ministère aime bien cet indicateur-là parce qu'il tient en compte des longueurs de conduite, longueurs de branchement. Donc, une ville qui n'a pas beaucoup de longueur de réseau, mais qui a beaucoup de fuites, ne va pas nécessairement se comparer de la même façon qu'une ville comme Sherbrooke, qui a quand même un grand réseau de distribution avec beaucoup de branchements puis beaucoup de pression. Donc, c'est une façon de comparer ville par ville puis s'assurer d'avoir des indicateurs plus performants que le taux de fuite, par exemple. À Sherbrooke, là, la portion résidentielle comme telle là, du 220 litres, tantôt je ne l'ai pas dit, c'est 57 du réseau. 57 de la production d'eau est consommée par la portion résidentielle. Donc, j'ai oublié de le dire tantôt, ce petit élément-là. Donc, prochaine diapo. Au niveau des résultats pour 2023, donc on avait 163 000 personnes, 164 160, excusez-moi, qui étaient raccordées sur le réseau d'eau potable. Le linéaire de la ville, comme je disais, c'est quand même important, à 917 km. Juste pour mettre en contexte, au Québec, c'est 42 000 km. Donc, Sherbrooke représente 2 ou à peu près du total du réseau de distribution. On exclut les branchements de service. Le nombre de fuites réparées en 2023, 146, c'est dans les ratios qu'on marque en bas de la fréquence de réparation, c'est quelque chose qui est noté comme excellent. Entre 0 et 10 réparations par 100 km par année, c'est par les indices de la WA que je disais tantôt, c'est quelque chose qui est excellent. La valeur de comparaison du ministère, c'est 13, qui est relativement bon aussi pour le Québec. On a beaucoup d'enjeux avec le réseau de distribution d'eau potable à cause de l'âge. Il y a quand même encore beaucoup de travaux à faire de renouvellement d'infrastructures, de réhabilitation aussi. On sait qu'il y a beaucoup de conduits qui ont installé des années 60-70 en fonte grise ou fonte ductile sans revêtement, qui vont devoir être remplacés, renouvelés dans les prochaines années. Mais les résultats 2023 de bris, c'est quand même pas une année normale ou problématique non plus. Pardon. Bon, si on arrive aux résultats comme tels sur les indicateurs, comme je le disais, le premier indicateur, si on peut prendre la quantité d'eau distribuée par personne, donc au tableau, c'est la deuxième. La cible de 458 litres par personne par jour, ce n'est pas un enjeu actuellement pour la ville de Sherbrooke depuis plusieurs années de l'atteindre. Pourquoi? Bien, probablement parce que la ville de Sherbrooke est un peu plus résidentielle, une ville de service, qu'il n'y a pas nécessairement de grosses industries de consommatrices d'eau. À Sherbrooke, on a la Smokers, par exemple, qui est dans notre top 5, si on peut dire, mais les autres, ça va être le CHU, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Bishop, le CHU Hôtel-Dieu, puis on va tomber à Kruger ensuite. Fait que les industries sont pas... Il n'y a pas de grosses industries qui consomment beaucoup d'eau. Donc, la cible, elle n'est pas problématique pour l'instant. Elle est facile à respecter. Puis, on a vu une diminution depuis plusieurs années là, sur la quantité d'eau distribuée par personne par jour. Si je me réfère à 2011, donc il y a quand même plusieurs années, on était à 433 litres par personne par jour. Puis vous voyez, aujourd'hui, on était à 380. Donc, c'est sûr qu'il y a des effets de plusieurs actions qui se traduisent à l'intérieur de ça.
Au niveau du FI, on atteint la cible aussi qui est demandée d'être de catégorie B, donc modérée, depuis plusieurs années, on l'atteint aussi. Et les résultats sur l'audit, on est en haut de la note de 50% à 64%, donc il n'y a pas d'enjeu. Où il y a des enjeux actuellement aux yeux du ministère pour Sherbrooke, c'est la consommation d'eau résidentielle par personne par jour. À 216 puis 222 en 2021, on est directement sur l'objectif, mais on est trop près, selon eux, de l'objectif pour crier que c'est victoire comme tel. Donc, le ministère nous demande quand même des actions pour ce volet-là. Puis, il faut savoir que les grandes villes sont toutes dans le même bain, si on peut dire, sur ce point-là. C'est des choses qui sont demandées à d'autres villes maintenant aussi, qu'on va voir dans les prochaines diapos. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut peut-être agrandir la diapositive? Peut-être quitter le mode de le mettre en grand écran. Plein écran? C'est ça? Ça va aider. Voilà, excusez-moi. Là, parfait. J'avais oublié. Donc, oui, on voit les résultats de 2023, là, 216, 380, 3,64 sur les indicateurs comme tel. Comme je dis à Sherbrooke, c'est sûr que la portion résidentielle sur une production d'eau de 64 000 m3 par jour en moyenne, c'est 35 000 m3 qui s'en va dans la consommation résidentielle. Donc, le ministère, malgré qu'on soit près de l'objectif, comme je dis, nous demande quand même des actions. On voit ici un peu le résumé là, des indicateurs qui sont pris. Comme je disais tantôt, au niveau de la consommation résidentielle, il y a des villes actuellement que la cible était 184 litres par personne par jour et non 220. Puis on sait par des échanges ou un peu de l'informel que les cibles ne vont pas rester comme ça dans la prochaine version de la stratégie. C'est quelque chose qui va être en travail. On se compare à d'autres villes au Canada ou même le reste du monde. On n'est pas, on a quand même des bonnes consommations d'eau par personne aussi. Donc, il faut l'indiquer, les objectifs sont adaptés, le ministère. Puis moi, je ne suis pas spécialiste de la stratégie des communautés d'eau potable, loin de là, mais les objectifs sont adaptés pour chaque municipalité. Il y a des municipalités qui ont beaucoup trop de fuites ou l'indice de fuite est trop élevé. Donc, le ministère va demander plus d'actions ou plus de choses. Des municipalités aussi qui ont déjà atteint la cible de 220 litres par personne par jour, je pense que c'est peut-être des municipalités où on va exiger davantage aussi au niveau du gouvernement comme tel. Pourquoi la Ville a des bons résultats? Parce qu'on dit qu'on a quand même des bons résultats depuis plusieurs années. Il y a des efforts soutenus dans la recherche de fuite à la Ville de Sherbrooke. Il y a beaucoup d'équipements qui ont été achetés aussi dans les dernières années pour faire de l'écoute, du suivi. On a aussi remplacé l'usine de traitement GM Janson il y a quelques années avec un procédé de traitement beaucoup plus performant qui permet de limiter les purges en réseau autrefois qu'on avait pour maintenir une qualité d'eau. Beaucoup de travail qui a été fait au niveau des bouclages de réseau. Il y a des enveloppes annuelles budgétaires qui sont octroyées pour ça. Donc, il y a beaucoup de bouclages de réseau qui permettent d'éliminer des bouts morts ou des purges d'eau aussi. Beaucoup d'efforts de conscientisation qui ont été faits dans les dernières années sur la consommation résidentielle. On montre la patrouille bleue aussi, ou tout le dossier de l'environnement comme tel qui a mené fruit, c'est clair, qui a donné des bons résultats. Et aussi une mise à jour du règlement qui a été faite déjà en 2021. À ce moment-là, on avait quand même interdit certaines choses ou limité l'utilisation, par exemple, des systèmes de recirculation, de climatisation, en fait, qui utilisaient des boucles de recirculation, les urinoirs à chasse automatique dans les écoles, l'arrosage par semaine, les périodes de remplissage des spas et des piscines aussi. Et on a instauré des délais de réparation sur des tuyaux privés, du côté privé comme tel. Donc, c'est des modifications réglementaires qui ont été faites qui portent fruit aussi, assurément. Le bénéfice, évidemment, relié à l'économie d'eau potable, bon, il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est évidemment la réduction du prélèvement à la source dans le lac Métro-Magog. Donc, on évite des coûts par le traitement, le pompage de l'eau potable comme tel, le stockage, l'emmagasinement. Les coûts électriques, c'est quand même une bonne portion pour une ville, où les coûts de traitement de l'eau, c'est beaucoup pour une ville. Au même moment, on réduit la quantité d'eau qui est déversée dans les égouts et qui est pompée, qui est traitée. Ultimement, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On donne une marge de manœuvre pour l'ajout de logements, par exemple, de consommation. On reporte des investissements aussi dans le temps, probablement avec ces bénéfices-là. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau, je dirais juste au niveau ingénierie, là, je ne suis pas au niveau environnemental ou autre, il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est sûr que c'est facile à énumérer finalement. Bon, comme je disais tantôt, l'indicateur de consommation résidentielle n'est pas atteint aux yeux du ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales, pardonnez-moi. Donc, il nous demande des actions.
Ces actions-là, c'est simple, c'est d'installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels. Donc, les non résidentiels, c'est les ICI, les industries, les commerces. Les mix ciblés, c'est souvent une portion commerciale avec du résidentiel. Ça, c'est déjà couvert au règlement de la ville depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas nécessairement d'enjeu à part qu'on doit aller refaire des tournées dans certains sites qui ne sont pas équipés de compteurs et c'est souvent des cas un peu particuliers où il y avait des enjeux un peu techniques ou autres. Donc, ça, c'est en cours. C'est déjà au règlement, pas beaucoup d'enjeux. Au niveau des immeubles municipaux, on a la même obligation. Donc, on doit installer des compteurs dans tous nos propres édifices. Ça va quand même assez rondement à ce niveau-là. Juste, par exemple, l'hôtel de ville ici, il faut installer un compteur dans le local 138, qui est en bas ici, un vieux local. Finalement, aux institutions, l'institutionnel est toujours un enjeu pour l'installation de compteurs. Pour l'instant, on a une stratégie qui cible un peu en ordre les plus grands consommateurs, comme je disais tantôt, l'Université Bishop, par exemple, ou par exemple Champlain, ou des BCS ou d'autres sites comme ça, ou les écoles primaires aussi. C'est quelque chose qui doit être fait selon le ministère. En plus de ça, puis tu sais, en fond, bien important de dire, municipaux, évidemment, aucune taxation. On ne se taxera pas nous-mêmes en tant que ville. Institutionnel, il n'y a pas de taxation non plus. Donc, c'est pas dans une optique de taxer ou d'aller chercher des revenus supplémentaires, parce qu'il y a des enlieux de taxes de toute façon du gouvernement pour ça. C'est vraiment pour améliorer la connaissance de l'usage de l'eau, améliorer le bilan d'eau potable, puis améliorer un peu les actions aussi qu'on va prendre dans les prochaines années pour ça. L'exigence additionnelle, c'est de procéder à de l'échantillonnage dans la portion résidentielle. Le ministère veut qu'on améliore notre connaissance de la consommation d'eau dans des résidences. On a fait beaucoup d'actions à la ville de Sherbrooke depuis plusieurs années. On a fait des études sectorielles. On a fait 6 ou 7 études, en fait, à ce niveau-là. Mais le ministère recommande l'installation de compteurs. Pour eux, c'est une façon vraiment d'améliorer le chiffre qu'on va utiliser après pour faire la projection du bilan, donc améliorer la précision de données aussi. Donc, on a 380 sites à faire pour l'instant pour l'échantillonnage. Donc, il n'y a pas de taxation, encore une fois, et les prochaines pages décrivent un petit peu plus ce volet-là du projet, si on peut dire. Donc, cette approche-là, c'est évidemment, comme je disais, pour recueillir des statistiques. Bon, l'approche de communication puis la stratégie ou plus de l'équipe projet qui est en charge de ça est en démarrage présentement, mais ce qu'on veut faire, c'est inviter des propriétaires à participer à cette collecte de données-là sur une base volontaire. En leur expliquant qu'il n'y a aucun frais qui sont rattachés évidemment à ça, que les données sont seulement recueillies pour estimer le volume d'eau potable à l'échelle réelle, puis mieux planifier nos interventions. Ce qu'on voulait faire peut-être pour faciliter un peu ce projet-là, c'est de cibler des endroits où il y a déjà des compteurs. Il faut comprendre qu'à la ville de Sherbrooke, dans certains regroupements, dans le fond, avant les fusions, en fait, il y a des villes qui avaient déjà des compteurs. Je vais prendre Rock-Forest, par exemple. Il y avait des compteurs installés dans chaque bâtiment résidentiel. Donc, on se dit, en ciblant des résidences de ces secteurs-là, on sait que la technique comme telle ou le côté plomberie est plus facile c'est plus facile d'aller remplacer un compteur que d'installer un nouveau compteur à un endroit, mais reste que on vise à ouvrir la porte quand même à d'autres secteurs, comme du Vieux-Sherbrooke, par exemple, il n'y avait pas de compteur. Le choix final des résidences, il sera fait avec l'équipe projet en fonction des critères de facilité d'accès, évidemment, les matériaux, l'installation, et tous les compteurs, les coûts ou l'installation seront entièrement à la charge de la ville. Donc, ça complète un peu la portion du bilan d'eau potable. Ce que je pourrais dire en terminant, puis avant de prendre les questions, c'est qu'il y a des enjeux importants, évidemment, pour le projet d'installation de compteurs. On l'a vu, là, c'est quand même ça prend des ressources humaines et financières additionnelles. C'est sûr que le ministère finance quand même cette portion de projet-là avec des majorations dans nos programmes de subvention. Donc, il y a une portion de budget qui est transférée, mais c'est quand même quelque chose de plus qui s'ajoute dans les choses à faire. Mais je pense que ça peut être vu comme étant important pour la ville, d'autant plus qu'on a vu que les cibles allaient probablement être revues à la baisse des prochaines années. Puis, on peut aussi voir qu'au niveau de la planification stratégique de la ville, ça a été mentionné en 2024-2030. On veut une propre cible de 180 litres par personne par jour. Donc, évidemment que ces effets-là vont nous permettre d'atteindre ces cibles-là par rapport à d'autres villes. Donc, voilà, ça complète pour ma portion. C'est des questions. Beaucoup. Juste la dernière chose que vous avez dit, 180 litres par personne par jour au niveau résidentiel, ce serait la nouvelle cible? Ben, moi, j'ai vu dans la planification stratégique 190, qui n'est pas loin non plus de la moyenne ontarienne de 184. Je ne sais pas exactement le chiffre de 190, c'était quoi, mais c'est une moyenne canadienne aussi qui a été prise en compte, mais c'est une cible qui a été ciblée par
par la ville comme telle. Donc, OK. ça concorde quand même avec ce que le ministère nous dit aussi informellement aussi. Fait que 190, pas Oui. 180. OK, parfait. Fait que c'est bon. Sur ce, je pourrais prendre les questions. Avez-vous des questions, M. Charon? Euh, les ressources humaines, tu avais dit que ça prendrait des ressources humaines versus sous-contractées. Est-ce que ça a été envisagé, ça? On fait les deux, évidemment. Là. Je vous donne un exemple. Ici, dans le bâtiment, ici, on a engagé un plombier qui est venu voir l'installation, qui a regardé qu'est-ce que ça prendrait. Évidemment qu'une vieille bâtisse comme ici, il y avait d'autres actions à faire que juste installer un compteur. Il fallait installer un dispositif anti-retour, peut-être revoir la vanne de réduction, il y a de la plomberie, tout ça. Donc, c'est vraiment, oui, on est en lien direct avec aussi nos collègues de la division des bâtiments qui nous donnent un coup de main. Donc, oui, on sous-traite au maximum parce que, bon, par la nature aussi on a des plombiers à la ville, on les connaît, mais nous autres, à l'ingénierie, c'est un peu moins notre force, si on peut dire. Mais oui, on va au maximum pour aller chercher des ressources parce que les dates sont très rapprochées aussi. Là. J'ai oublié peut-être de le dire, mais l'installation de tout ça, le ministère nous a demandé de le faire avant le 1er septembre l'année prochaine. Ce qui n'est pas une date finale selon les échanges informels qu'on a, mais c'est quand même la date qu'il faut respecter. Donc, Donc, on a des obligations budgétaires là, oui. de attachées à ça. Oui. C'est ça. OK. Je regardais la participation résidentielle que vous allez faire. Là, j'imagine, est-ce que vous prévoyez que ça va être difficile, ça, ou bien ça devrait être. Parce que puisque c'est gratuit, est-ce qu'il va y avoir un avantage pour que les gens se présentent pour. Les 10 grandes villes le font actuellement. Il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres là-dessus. On les avait rencontrés. Puis là, c'est sûr que c'est d'autres collègues qui s'occupent de ce projet-là. Mais on a vu des exemples où ça a très bien fonctionné. L'appel à tous comme tel, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient là pour le faire. Ça peut être intéressant aussi pour quelqu'un de voir sa propre consommation résidentielle avec un compteur, puis de pouvoir la noter, puis de voir un petit peu la nuit aussi ou les nuits, comment ça se comporte ou autre. Donc, puis comme s'il n'y a pas de frais rattachés à ça, ben on pense que ça va être bien perçu, mais reste que oui, en effet, il y a des villes qui nous ont dit aussi que c'était complexe. C'était complexe. Parce que quand même, vous allez tenter d'aller chercher un échantillonnage, j'imagine. Hein? Vous allez avoir dans le Oui, Vieux-Nord, bon point. Le ministère nous a donné un peu d'orientation là-dessus. Nous autres, ce qu'on avait ciblé aussi, c'est d'y aller aussi avec des nouveaux permis, des nouvelles demandes de permis, donc des bâtiments récents, d'avoir aussi une bonne répartition à l'échelle de la ville. Au niveau du multilogement, du résidentiel aussi, il faut avoir une répartition aussi. Au final, ce qu'on veut, c'est que ça soit représentatif du territoire. Fait avec 380 compteurs, par exemple, la portion multi-résidentielle, ça va compter pour un seul compteur, mais il pourra avoir plusieurs bâtiments. Donc, ensemble, on va essayer d'avoir un portrait similaire de qu'est-ce que la ville est, en fait. C'est ça l'objectif. Oui. Puis l'installation des institutions, ça, c'est un autre volet. C'est pas nous autres qui payons pour, j'imagine. C'est l'institution qui paye pour. C'est en processus en ce moment. Le problème qu'on peut dire, c'est que la ville va fournir le compteur probablement dans tous les cas, comme elle le fait déjà. Là. Au niveau des industries commerciales, la ville fournit le compteur, c'est au règlement. Au niveau institutionnel, c'est sûr qu'on veut fournir le compteur. Pour l'installation, il faut revoir dans certains contextes. Comme on obtient aussi des subventions au niveau du gouvernement, puis il n'y a pas de taxation associée à ça à cause des enlieux de taxes ou des choses qu'on reçoit. Il y a des cas où on va peut-être devoir proposer de s'occuper de l'installation comme tel. Mais c'est un petit peu, tu as mentionné le mot subvention, puis c'est souvent ça dépend du municipal, la subvention. Donc, exact. Donc, ça sert un peu à ça au niveau du gouvernement aussi. Puis, de l'autre côté, le gouvernement transfère des montants aux villes aussi pour ne pas taxer ces endroits-là. Donc, mais on est en travail là-dessus. C'est pas si évident que ça, on va se l'avouer. Puis au point de vue, toutes les actions qu'on prend en ce moment, au point de vue subvention, je suis certain que vous faites vos efforts, vous allez voir pour des subventions, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus favorisés que d'autres, qu'on peut aller chercher de l'argent? Autrement dit, est-ce qu'on peut prioriser par rapport aux subventions qu'on peut avoir pour des projets? Pour le renouvellement des conduites ou autre chose que vous dites? C'est parce qu'on a plusieurs actions qu'on va prendre pour ça. Moi, je sais qu'on a d'autres obligations, d'autres urgences qui vont venir en infrastructure qui concernent l'eau. Donc, je le regarde plus à l'heure. C'est un très bon point parce qu'une des actions aussi qui n'est pas mentionnée, mais les villes sont responsables aussi de bien planifier
le déficit comme tel, le maintien des actifs et le déficit aussi. Donc, il y a beaucoup de subventions qui sont données pour des programmes de renouvellement de conduite d'eau potable. Donc, oui, là, on travaille fort là-dessus sur renouveler les conduites. Vous voyez les travaux un peu partout. Donc, ça fait partie aussi de l'amélioration du réseau et des pertes, des fuites, des bris, des choses comme ça. Donc, oui, c'est en cours actuellement, en effet. Là. Puis peut-être pour se permettre de se situer dans nos actions, tu sais, là, on réagit au bris, ça c'est automatique. On a un bris, on y va, mais lorsqu'on on prend de l'avance un peu là-dessus aussi. On fait des renouvellements qui sont planifiés et qui sont budgétés. C'est sûr que là, c'est une autre équipe qui s'occupe un peu de ça. Je vais parler un peu de ma connaissance. C'est sûr qu'on est assez proactif, selon moi, sur la détection de fuites maintenant. Je vois qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été achetés pour faire de l'écoute aux vannes, pour voir justement s'il y a des fuites. Dans la majorité des cas, c'est sûr que si on ne sort pas pour entendre ou écouter, on ne réparera pas les fuites parce qu'on ne les trouvera pas nécessairement toutes. Il y en a qui sont évidentes, on les connaît, là, mais il y en a qui sont plus dures à trouver. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la Ville pour ça depuis plusieurs années. Beaucoup d'équipements qui sont aussi achetés. Puis au niveau des réhabilitations aussi, ben, c'est sûr qu'on est pris avec du déficit, fait qu'on va souvent au pire cas encore. Le gouvernement aussi ou le ministère, dans leurs critères, ne nous permettent pas nécessairement aussi de faire de la réhabilitation de si en avance que ça, mais on fait quand même des travaux pour réhabiliter des conduites qu'on sait qui sont à risque de bris. Puis Un peu de prévention, oui, c'est ça? oui, oui. OK. Parce que je me souviens, à Lennoxville, quand même, fait quelques années, peut-être 10 ans, on trouve encore des tuyaux de bois. Oui, Lennoxville, il y a beaucoup d'enjeux aussi de la fonte. Hein. Lennoxville, beaucoup d'enjeux de conduite qui ont été installés dans les années 60, 70, comme on disait tantôt. Donc, beaucoup de projets. C'est peut-être mieux Plus de des tuyaux de bois que de la fonte. Oui, ça aussi. Assurément. Ouais. Puis je comprends, je suis content aussi de savoir qu'on se compare aussi au Canada. C'est pas juste québécois le mouvement, parce que c'est tout partout. Puis je regarde les difficultés qu'on a, puis ça, c'est juste un commentaire, mais tu regardes si on va vers le sud des États-Unis ou au Mexique, les problèmes d'eau qu'on a, nous autres, c'est comme rien à comparer d'eux autres, là, mais c'est bon qu'on se prenne d'avance comme on le fait en ce moment. Là. Merci. Merci. Monsieur Charon, est-ce que Madame Boileau, vous avez... Oui, allez-y. Ben, il y a quelques questions qui ont été répondues. Mais en fait, je trouve ça quand même bien l'idée des compteurs parce que ça va pouvoir peut-être nous permettre aussi de détecter de nouvelles fuites parce qu'on va voir la consommation à domicile, puis on va voir la production, puis s'il y a une variation. Donc là, je me demandais, est-ce que les compteurs vont être intelligents, les compteurs d'eau? C'est une bonne question. Il y a deux types de compteurs. Il y a des compteurs mécaniques, là, où tu sais, on avait les nombres sont écrits un peu. C'est sûr qu'on n'est pas on y va pas avec des compteurs mécaniques, on y va avec un affichage numérique. Par contre, pour l'instant, la demande du ministère, c'est la relève annuelle. Donc, ce qu'il nous demande, c'est une fois par année de relever les compteurs. Donc, on y va par télémétrie, on y va par le système qu'on utilise déjà pour des compteurs à la ville de Sherbrooke. Mais après ça, c'est sûr que pour les résidents comme tels, la portion résidentielle comme telle, comme vous dites, ça va permettre de déceler des fuites ou voir d'autres choses parce que le compteur il est toujours disponible pour voir l'affichage, puis on peut suivre un peu par jour. Puis on néglige, mais une toilette qui fuit moindrement, à la fin de l'année, ça peut représenter un logement. Là. Ça peut faire l'équivalent de la consommation d'un logement. Donc, je pense que ça va permettre ça, en effet, à la petite échelle comme à la plus grande échelle, de voir aussi au niveau des grands consommateurs institutionnels, l'Université Bishop, le CHU, des choses comme ça. On va pouvoir voir aussi déceler puis travailler avec eux aussi, parce qu'ils sont aussi dans la stratégie d'économie d'eau potable, évidemment, là, au niveau gouvernemental, ils ont appliqué aussi. Là. Ben, justement, vous m'avez un peu devancé. Vous avez parlé de la consommation d'une toilette, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui écouterait la séance aujourd'hui, là, de savoir qu'il faut passer de 220 litres à 190 éventuellement, ça voudrait dire quoi? Un bain de moins? Combien, Et, mettons, là, est-ce ouais, qu'on ça, aurait comme un exemple, c'est une mettons, bonne pour question. l'imager, là? Ouais, c'est une bonne question. On n'a pas fait d'exercice de voir là, comment ça se traduit, mais c'est sûr qu'un logement, ben, si on dit 220 litres par personne par jour, on peut penser que s'il y a deux ou trois personnes dans la maison, ben, on fait fois trois. Là. Fait que, comment réduire ça? Ben oui, chaque manœuvre est importante. L'arrosage, évidemment, est une façon de réduire les grandes consommations d'eau, évidemment. Une douche ben, en fait, un bain plus qu'une douche. Là. Donc, mais ouais, c'est une bonne question qu'on pourrait peut-être travailler pour dans le cadre du projet là, pour améliorer, sensibiliser, ça fait aussi partie de la stratégie. Là. Oui, exactement. Je regardais aussi notre cote. Là, en ce moment, on est à B, mais on est quand même très proche du C. Puis là, je me demandais, les années passées, est-ce qu'on est
est-ce qu'on était encore à B? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Puis, en tout cas, moi, j'ai vraiment peur qu'on tombe dans le C, là, si on n'améliore pas nos On infrastructures. serait dans le problème. Pour l'instant, c'est pas nécessairement un enjeu si on continue d'être proactif. On a toujours été à B, puis beaucoup de municipalités du Québec sont à B aussi. On va se dire c'était la cible. Comment on améliore ça, cette cote-là? C'est, tu sais, dans cette cote-là, dans l'IFI comme tel, il y avait beaucoup de choses aussi au niveau de la naissance du réseau. Donc, installer des compteurs, ça va nous permettre aussi d'améliorer notre cote comme telle ou nos notes face à l'audit de l'eau parce qu'on a beaucoup de consommation qui est théorique actuellement, qui va être mesurée. Sinon, il y a de la calibration des débitmètres, des choses comme ça qu'il faut continuer à faire. Donc, c'est pas à risque pour l'instant, honnêtement, là, qu'on puisse, mais faut continuer d'être proactif, puis il faut mettre de l'avant. Puis les compteurs, ça en est une façon aussi de s'assurer de rester dans la bonne plage, là. Puis là, vous avez déjà parlé de possibles subventions, fait que je ne poserai pas encore la question. Là, vous aviez terminé avec ça, mais ma dernière question, ce serait est-ce qu'il est prévu de faire des campagnes promotionnelles ou tu sais, au niveau des coms, est-ce qu'il y a un maillage à faire tu sais, pour ben, peut-être aussi pour dire combien ça prend de litres prendre un bain, puis comment on devrait réduire notre consommation d'eau, mais tu sais, parce que tu sais, je pense à certains secteurs à Sherbrooke où ils ont des puits artésiens aussi. Ils vont manquer d'eau. On sait qu'en ce moment, c'est difficile dans certaines saisons, certaines années. Il y en a même qui leur nappe phréatique était presque à sec. Fait que, en tout cas, je me demandais s'il y avait un maillage à faire avec les coms pour pouvoir faire de l'éducation un peu parce que notre ressource n'est plus inépuisable comme on l'a toujours cru. C'est un bon point. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, en général, comme Ingrid dit aussi au niveau de la qualité de l'eau, autre chose. Au niveau du projet, parce que c'est un projet d'installer des compteurs dans le résidentiel, il y a évidemment toute une stratégie de communication qui est en processus d'élaboration. L'équipe de projet va avoir besoin de faire comprendre aux gens pourquoi aussi. Pour aller attirer les gens aussi, il faut savoir c'est quoi le bénéfice. Ça peut faire peur à certaines personnes au niveau de la taxation. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être attachées au niveau des coms pour ce volet-là. Mais ça n'empêche pas, comme vous dites, de point de vue général. Puis il y en a déjà des communications qui sont faites pour tout ce qui est patrouille bleue ou autre chose. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ça peut être poursuivi. Ça peut être poursuivi, là. Puis il faut que ça soit poursuivi, en fait, là. Merci beaucoup. Merci, Madame Boileau. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un visuel, un exemple concret pour monsieur, madame, tout le monde, de qu'est-ce que ça représente de passer de 220 litres par personne par jour à 190. Ouais. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'important parce que, tu sais, quand on se compare là, dans le monde, c'est à peu près juste ici que tu sais, les gens ils prennent des douches sans fermer le robinet quand ils se moussent, exemple, là, mais tu sais, c'est dans notre culture, dans nos habitudes de vie. Tu sais, nous, on a l'impression, en fait, on a évolué avec tu sais, l'abondance en eau. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'on s'intéresse on s'intéresse à ça seulement quand on a des problèmes. Quand on est allé aux assises de l'UMQ en mai dernier, c'est ça, on a participé, on était plusieurs à participer à un atelier sur c'est ça, la consommation de l'eau potable, puis l'épuisement des ressources en eau. Puis on voyait qu'il y avait plusieurs municipalités dans les dernières années qui ont eu des problèmes. C'est ça qu'à un moment donné, ils ont manqué d'eau. Puis c'est là tu sais, c'est là que l'alarme sonne, puis qu'on met des actions en place, alors que, tu sais, on va éventuellement tout être touché par ça. Donc, oui, ça serait vraiment important qu'on aille de l'avant, puis je pense que l'idée de campagne de promotion, puis tu sais, pour justement faire changer les comportements, les habitudes de vie, ça serait super important qu'on commence quelque chose en lien avec ça. Moi, le délai là, du 1er septembre 2025, je me rappelle la première fois que je pense que c'était au début du mandat, quand je l'avais vu, j'avais dit, ah, c'est bientôt, ça s'en vient, c'est rapide. Puis, tu sais, ma première question, c'était est-ce qu'on va y arriver à installer tous les compteurs dans les endroits? Puis, je pense que ce que je comprends, c'est qu'on va peut-être étirer le délai parce qu'on ne va pas y arriver. Tu sais, le délai est trop rapide. Ouais. C'est pas évident. Comme je dis, je suis pas en charge de tout le projet. Puis en fait, je suis pas en charge des projets en général d'exécution des compteurs. C'est sûr qu'au niveau, je pense qu'on va avoir atteint on va avoir atteint certains sous. Tu sais, j'allais dire les municipaux tantôt, mais je pense que c'est atteignable maintenant à l'échelle où on est. Le résidentiel, c'est pas inatteignable non plus de profiter, de faire l'étalonnage, l'échantillonnage comme tel, pardon. C'est sûr qu'après, on aura peut-être des discussions à avoir avec le ministère, là. Je pense pas qu'il soit fermé sur de montrer aussi qu'on a donné de l'effort, ça peut nous servir à les approcher, à dire, ben, regarde, on a un plan d'action, puis on continue. Il nous avait déjà donné aussi des possibilités là-dessus. Par exemple, si on a installé 500 compteurs d'ici cette date-là, après, bon, on pourrait s'engager à avoir un sursis ou un délai de plus.
Il y a plusieurs municipalités. Les 10 grandes villes sont toutes un peu dans le même bain, à part celles qui devaient installer des compteurs au préalable en raison de leur performance, là. C'est sûr qu'on est victime des fois de notre succès ou de nos bons résultats. Mais oui, c'est encore un enjeu, les dates, évidemment, mais je pense qu'il va y avoir des approches à faire avec les responsables au ministère des Affaires municipales de la stratégie, là. Avec les grandes villes, on est tous dans le même bain, mais il Ouais. faudrait qu'on mette moins d'eau dedans. Ouais, c'est ça. C'est une bonne. Ouais. Après ce jeu de mots, ce qui m'avait frappé aussi, c'est le fait que, tu sais, on reconnaît que notre problème à Sherbrooke, l'enjeu, c'est la consommation au niveau résidentiel, mais c'est ça, on commence quand même par les ITI avant le résidentiel, même s'il y en a 380, puis on y va sur une base volontaire. Puis, je me demandais, tu sais, on va y aller plus avec la facilité. Il y a des demandes de nouveaux permis, etc., ou il y a des endroits que c'est déjà installé, donc on va renouveler ou, les équipements. Mais ça serait peut-être important d'évaluer tu sais, un exemple concret compliqué. Tu sais, parce que si un jour, tu sais, on ne sait pas, là, si un jour on voudrait aller avec une installation de compteurs partout dans le milieu résidentiel, ben, ça serait peut-être important déjà de commencer à avoir des données sur les secteurs vraiment compliqués, où ce que c'est justement Mhm. peut-être les plus vieilles bâtisses. Ouais. Tu sais. On a pas mal d'exemples avec nos édifices municipaux à cet effet-là. OK. C'est juste ici, comme je disais, c'était pas un cas facile non plus. Ça ne sera pas un cas facile d'installation de compteurs. Mais oui, c'est un bon point, là, évidemment, que faut pas nécessairement y aller juste avec la facilité. L'idée, c'était, au niveau de la plomberie, c'était peut-être de faciliter un peu l'installation, parce qu'évidemment, si on va chez des gens installer des compteurs, puis il faut refaire des murs, du gyps, la peinture, tu sais, ça commence à être un petit peu plus complexe au niveau responsabilité aussi. Donc, l'idée, c'était de prendre ces sites-là où ils ont déjà des compteurs existants. Mais oui, c'est un bon point que je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. Puis c'était l'équipe de projet avait déjà ciblé aussi qu'elle allait ouvrir la porte à installer des compteurs ailleurs, à la demande ou selon. Fait qu'il va y avoir des cas assurément où ça va être un petit peu plus complexe. Puis comment se fait le recrutement? Ben, je pense pas qu'on l'équipe projet n'est pas nécessairement encore rendue là, mais ce qu'on voulait faire, c'est un appel à tous au OK. final. Peut-être à l'intérieur parce qu'il y a environ 9000 sites où il y a déjà des compteurs dans le résidentiel à la ville, les anciennes municipalités. Donc, peut-être en priorisant ceux-là. Il y a même une méthode un peu d'échantillonnage qui est faite par le ministère pour la représentativité des résultats. Mais je pense qu'aussi, ça va être ouvert un peu à tout le monde, ce que j'en comprends pour l'instant, là. OK. Parfait. Mais peut-être c'est ça avec une belle campagne Ouais, promotionnelle, mais de sensibilisation avec les communications, ouais. ça pourrait aller chercher des gens puis s'assurer qu'on ait une bonne représentativité. Moi, ça faisait le tour pour mes questions. Aviez-vous d'autres? Oui, Monsieur Charon? Oui, évidemment, on va mettre mon chapeau de la FCM, la Fédération canadienne des municipalités. Le Fonds municipal vert, souvent on a des discussions, puis ce qui nous encourage à faire souvent, c'est d'arriver avec de l'innovation. Donc, je sais qu'à Sherbrooke, on bouge pas mal, puis on fait beaucoup de choses, on essaie beaucoup de choses, puis ça serait peut-être quelque chose à considérer dans le sens que si on arrive avec des nouvelles idées, là, les chances de financement sont vraiment bonnes. Tu sais, si on a des entreprises locales qui font quelque chose de spécial pour nous aider, mais ça peut être financé, il peut y avoir vraiment des OK. avantages là, à aller chercher. Donc, autrement dit, pas gêné pour soumettre des projets OK. parce qu'il y a des argents disponibles. C'est bon à savoir. Merci pour le commentaire. Super. Donc, pour le dossier, en fait, ce qui est recommandé, c'est que le rapport stratégie d'économie d'eau potable 2023, bon, préparé par le service qui a le plus long nom, hein, service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs, soit adopté et que ce soit annexé à la présente résolution pour faire partie intégrante, puis que ce rapport-là soit transmis aussi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Donc voilà, moi, je voulais peut-être me tourner vers mes collègues pour conclure, en fait, la séance d'aujourd'hui, vu qu'on parle d'eau potable, de réduction. Puis qu'on a aussi dans notre plan d'action une action. Oui, on peut enlever la présentation, c'est fait, excellent. Alors oui, vu qu'on a dans notre plan d'action une action qui est la stratégie sherbrookoise de l'eau. En fait, j'aurais aimé ça un peu vous entendre sur, parce que souvent on nous présente des bilans, que ce soit là avec l'eau potable, quand que c'est au niveau plus des aqueducs et égouts, quand c'est aussi les qualités de l'eau des rivières et des lacs. On a plusieurs bilans
Puis à chaque fois, on regarde ce qui a été fait dans l'année, mais il n'y a pas nécessairement des recommandations à plus grande portée. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que nos actions de l'eau sont portées par différents services. Souvent, c'est ça, le lien est fait avec le Bureau de l'environnement pour l'application du règlement, avec les patrouilles, par exemple. Donc l'objectif d'avoir une stratégie, c'est de recueillir toutes ces actions-là qu'on fait, puis de voir lesquelles ont plus d'impact, lesquelles ont moins d'impact, puis peut-être évaluer est-ce qu'il y a des actions à impact qui seraient porteurs, puis qu'on pourrait éventuellement prioriser, en fait. Donc, je voulais un peu vous entendre sur vraiment à haut niveau, si la ville de Sherbrooke avait doté d'une stratégie sherbrookoise de l'eau, quelle grande thématique vous verriez dans cette stratégie-là? C'est pour moi, c'est sûr que la consommation de l'eau, c'en serait une à elle-même. Oui, Monsieur Charon? Oui, je peux peut-être me prononcer, là. Ben, je regarde, il y a deux volets, je pense. Il y a le volet infrastructure technique que les gens voient pas. Ça fait que là, ça, je ne sais pas s'il y a moyen Dans le fond, nous autres, on n'a pas le choix de prioriser, il faut budgéter pour ça. L'autre côté, ben, c'est évidemment la participation publique. Donc, au point de vue des communications, tu sais, notre patrouille bleue, peut-être est-ce qu'ils ont des améliorations, il y a lieu d'utiliser la patrouille bleue ou juste les coms, comme on a déjà mentionné tantôt, je pense que ça peut devenir une priorité assez facilement parce que c'est visuel, les gens le voient là. Donc, autrement dit, nos infrastructures, je pense que c'est notre responsabilité, on n'a pas le choix là, de le traiter, là, mais de l'autre côté, je pense que c'est juste les coms ou la patrouille bleue là, qui pourrait être. Je ne sais pas si ça vous aide dans votre réflexion. Mais est-ce que je comprends de ce que vous dites? Parce que, tu sais, on le sait, à Sherbrooke, il va y avoir des enjeux avec les infrastructures, en fait, en eau. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va regarder plus au niveau des actifs, tu sais. Oui. Donc, ce que la commission pourrait se pencher, c'est plus sur le vécu, tu sais, l'expérience, toutes les actions qu'on fait qui vont mener à un changement de comportement ou d'habitude de vie. Fait que, tu sais, moi, c'est là que je me dis, ça serait super intéressant comme, mais là, changement d'habitude de vie, c'est ça, en lien avec ta consommation d'eau potable chez toi. Changement d'habitude en lien avec, ben, tu sais, c'est ça, je m'en vais prendre mon canot, puis je dois laver mon embarcation, puis que ça a un impact sur la qualité de l'eau, la propagation des espèces aquatiques envahissantes, etc. Fait qu'il pourrait y avoir, je pense que tu sais, ce qui rallierait, en fait, ce qui viendrait orienter cette stratégie-là, c'est c'est ça, le changement de comportement, d'habitude, vraiment le vécu de la population. Puis après ça pourrait retomber dans des sous-sections, eau potable, euh, eau des lacs et rivières, protection des berges, ces choses-là. Oui, Madame Boileau? Je pense que l'aspect rejet des eaux usées, c'est Oui. hyper important aussi, là. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, là. Je sais qu'en tant que ville, on a eu des déversements dernièrement, mais on a aussi des citoyens qui déversent directement dans nos rivières des eaux usées. Puis ça, c'est ça, il faut vraiment s'attaquer à ça, c'est super important. Effectivement, la consommation d'eau potable, faire une image, là, combien d'eau ça prend Ouais. pour diminuer notre consommation, ça, c'est clair. Puis, tu sais, surtout que, mais là, on va parler pour Sherbrooke, là. Je sais que c'est un enjeu pour plein d'autres villes, mais mettons qu'on parle pour Sherbrooke, on a quand même des secteurs qui ne sont pas reliés à l'aqueduc. Puis c'est important pour eux aussi de diminuer leur consommation avec le niveau de la nappe phréatique qui diminue, les changements climatiques, tout ça. Puis la résilience aussi. Combien de temps on est supposé être capable d'être autonome si on n'a plus d'eau, mettons? Si on n'a plus. Est-ce qu'il y a. On sait que, bon, c'est 72 heures, je pense, pour si on n'a pas d'électricité, la nourriture, des choses comme ça. Mais au niveau de l'eau, tu sais, est-ce qu'il y a une campagne promotionnelle aussi? Est-ce que c'est inclus dans le 72 heures des mesures d'urgence? En tout cas, il y a peut-être un maillage à faire là-dessus aussi, là. C'est quelque chose qu'il faut qu'on soit autonome aussi, là, au niveau de l'eau, là. En situation d'urgence. Oui. Oui, c'est super intéressant. Fait que dans le fond, il y aurait Puis trouver les fuites d'eau, parce qu'on consomme énormément d'eau, mais trouver nos fuites, là, effectivement. Mais avec les compteurs d'eau, je pense que ça va être un bon outil pour nous aider vraiment. c'est par la bande. Ouais. Fait que ce qui serait intéressant, c'est ça, c'est que notre stratégie, tu sais, après avoir été alimentée avec les différents bilans qu'on reçoit annuellement, ben, notre stratégie, elle vienne tu sais,
proposer ou prioriser des actions dans chacune des grandes sphères qu'on a. Fait que là, on parlait de l'eau potable, l'eau usée, les lacs, les rivières, puis ben, les berges. Puis après ça, ben, il y aurait probablement des mesures incitatives ou des bonnes pratiques. Là, vous avez parlé de la résilience. Fait qu'il y a aussi le lien avec l'adaptation au changement climatique qui va être vu plus par le plan climat. Mais tu sais, tout ça, Mais là, ça, c'est pas du tout de notre compétence, mais tu sais, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui puisent dans nos rivières pour l'eau embouteillée, tu sais. Puis là, ben, je sais que c'est pas du tout dans dans nos compétences, mais il y a peut-être aussi quelque chose à faire au niveau des représentations là, pour dire, mais là, notre eau est précieuse, elle n'est plus inépuisable, là, comme on le pensait. Puis ben, il y a peut-être quelque chose à revoir dans nos ententes parce qu'ils puisent gratuitement, puis ils nous la revendent après, là. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir avec ça aussi, là. OK, parfait. Oui, Madame Duc. Ben en fait, c'est sûr que j'ai pris quelques notes, puis c'est pas impossible que j'aille réécouter le tape là, pour m'assurer de ne rien avoir échappé. Juste, j'attire votre attention sur un élément dans ce que vous avez mentionné, particulièrement berges, espèces exotiques envahissantes, aquatiques envahissantes. J'y fais référence un petit peu plus tôt, mais toutes ces actions-là à l'intérieur du plan nature sont captées. Fait que ce que j'entends, c'est un besoin d'avoir un outil de suivi pour l'eau, mais j'amène aussi la préoccupation qu'il y a déjà des plans qui existent. Fait que comment est-ce qu'on peut trouver le juste équilibre entre l'outil de suivi de l'eau et toutes les autres planifications? Vous avez fait aussi référence, plan d'adaptation, changement climatique, résilience, mesures d'urgence. Donc, tout ce que j'entends, c'est des actions, même ce que notre collègue vient de présenter, stratégie de réduction de l'eau potable. Fait qu'on dirait que c'est quasiment un tableau de bord qui serait nécessaire pour colliger tout ce qui se fait déjà, parce que tout ce que vous nommez, ça fait partie des différentes planifications en cours. Je n'ai pas la solution aujourd'hui quand je vous dis ça, j'en suis consciente. Mais moi, je pense On que dirait que c'est ce que j'entends. la stratégie en eau, tu sais, la première étape, c'est ça, ça serait tout de recueillir toutes les actions qu'on fait en lien en l'eau, en l'eau, toutes les actions qu'on fait dans les différents services, dans les différentes planifications, puis de voir, c'est ça, quelles on veut prioriser, quelles actions ont des impacts, puis tu sais, on s'assurerait aussi de voir s'il y a des choses qui nous échappent. Yep. Peut-être, puis là, ben, je n'y connais absolument rien, les ingénieurs vont pouvoir le dire, mais est-ce qu'on a un moyen de mesurer le niveau de notre nappe phréatique? Je sais que sur les cartes interactives, on peut voir le niveau de la rivière, puis on a des scénarios, par exemple, niveau 1, niveau 2, bon, comment ça va déborder dans le secteur ou tout ça. Est-ce qu'à l'inverse, si notre nappe phréatique diminue, on a une échelle inverse ou puis là, ben, je sais que ça n'existe pas sur la carte interactive, mais tu sais, je me dis, OK, mettons, tant de jours sans pluie, ben, ça équivaut à une diminution de, je sais pas, tu sais. Ben, en fait, le Bureau de l'environnement participe à une table régionale. L'acronyme, c'est PASS. Malheureusement, je ne me souviens pas qui, justement, parle des eaux souterraines, de l'état de la situation. Donc, est-ce que, oui, ça se cartographie, comment, à quoi ça ressemble? Je ne pourrais pas vous confirmer la méthodologie, mais c'est des éléments au plan régionaux et provinciaux qui sont suivis aussi pour l'eau potable, parce que la nappe phréatique, notre rivière va finir dans la nappe phréatique, donc tout est interrelié. Fait que c'est des systèmes qui sont étudiés au plan régional et provincial actuellement. Excellent. Ben, merci, M. Brich. Merci ben, à tous et à toutes. C'est ce qui clôt notre séance du 10 octobre. Merci pour votre écoute à la maison. Oui, est-ce pour la résolution? Oui, vous étiez correct avec. D'accord. Oui, la résolution est adoptée. Oui, elle nous ramène à l'ordre. Alors, nous serons de retour le 21 novembre 2024. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.